Le Banade, le festival d'architecture Art Nouveau et Art Déco à Bruxelles présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, on va vous parler d'un pays où la culture, l'architecture, la gastronomie sont flamboyantes. Les frites sont servies dans des baraques, la bière dans des estaminets, les têtes de Boulet-Bill, Tintin Milou, Spirou et Fantasio tapissent les murs de la ville. Ici, on est à Bruxelles, îlot francophone en pays flamand. Le visiteur aime à s'égarer dans cette ville toujours changeante, où les habitants affichent une nature truculente et décontractée. Oui, car ce sont des Belges. Et les Belges, vous savez, c'est comme des Français, mais de bonne humeur, avec une gouaille à eux qui touche au surréalisme et une pointe d'humour tranchant qu'on adore, surtout quand ils nous chambrent avec malice. À Bruxelles, la liste des thèmes de visite est longue. J'en ai compté 500. 500 thèmes de visite différents dont le point de départ pourrait être le patrimoine Victor Horta et ses sublimes bâtiments art déco, mais aussi Magritte, Hergé, le street art, l'Europe, la bière, le chocolat, l'atomium, la Grand Place, le marché aux puces, le quartier des Marolles, les parcs, les jardins ou les rooftops. Mais ce n'est pas tout. Comme les 25 000 événements culturels qui égrènent le calendrier annuel bruxellois, on va faire le point tout de suite dans cette émission avec nos amis, nos cousins, nos voisins belges pour découvrir Bruxelles, cette ville kaléidoscope où on ne s'ennuie jamais. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour découvrir un kaléidoscope avec des Belges, ça va pas être simple, hein. Nous sommes avec Amaury De Smet, co-directeur d'Explore Bruxelles. Bonjour Amaury. Bonjour Christophe. Jeroen Ropp, porte-parole de Visite Bruxelles. Bonjour Jeroen. Bonjour. Et Benjamin Zurstrassen, conservateur du musée Horta. Jeroen et Benjamin, vous êtes tous les deux restés à Bruxelles. Et Amaury a fait le déplacement avec nous dans nos studios pour être à Paris et parler de cette remarquable cité qui est à 1h20 de Paris. Exactement. Une ville capitale, la ville capitale de 500 millions d'Européens quand même. Exactement, la capitale de l'Europe. Avec un patrimoine extraordinaire, une histoire quand même. Tout à fait. Des gens remarquables, les Belges. Merci. Et on va parler de tout ça pendant 52 minutes. Déjà, on va commencer. Comment on arrive et où on arrive quand on arrive en Belgique, Amaury De Smet, à Bruxelles? Alors, Jeroen va probablement mieux répondre que moi, mais en général, on arrive gare du Midi. Gare du Midi. Qui est la gare au sud de Bruxelles. Très bien. 1h24, 1h22 1h22. 1h22. Si tout va bien. Si tout va bien. Et en général, tout va bien? Pas ce matin, mais le reste, oui. Oui, c'est ça. Ils avaient un petit problème de train. On arrive donc gare centrale. Gare du Sud. Gare du Midi, pardon. Gare du Midi. Et après, on peut aller directement vers le centre de Bruxelles. À pied à pied ou en métro. D'accord. Et direction le Mont des Arts, où on peut retrouver les bureaux de Visite Bruxelles. Absolument. Jeroen Ropp, pardon, vous êtes porte-parole de Visite Bruxelles. Donc, parlez-nous un petit peu de votre site. Qu'est-ce qu'il recommande? Qu'est-ce qu'il regroupe? Qu'est-ce qu'il indique? Bah oui, il faut savoir que Bruxelles, comme vous le savez, Bruxelles est la capitale de la Belgique. C'est une des 3 régions en Belgique. Il y a la Flandre au nord du pays, il y a la Wallonie au sud du pays, et il y a Bruxelles qui se trouve au milieu. Au nord, on parle le néerlandais, au sud, on parle le français, et à Bruxelles, on parle un peu de tout, en fait. Les langues officielles sont le français et le néerlandais, mais on entend beaucoup d'anglais, d'espagnol et d'autres langues. Donc, Bruxelles est une ville hyper cosmopolite. Et moi, je dirais que c'est ça, en fait, la grande particularité ou le grand atout de Bruxelles, c'est cet aspect cosmopolite. Il faut savoir que presque chaque nationalité est représentée à Bruxelles, ce qui donne une vie hyper cosmopolite et un dynamisme hyper cosmopolite. Et c'est comme disait un écrivain, quand on va habiter Londres, on devient londonien. Quand on va habiter Paris, on devient parisien. Mais si on habite Bruxelles, on découvre soi-même. En fait, c'est une ville qui a une forte personnalité, qui est assez c'est difficile à lire peut-être, un peu contrasté aussi, mais qui vous défie, qu'il faut vraiment découvrir. C'est ça, je crois, un peu le charme de Bruxelles. D'accord. Le fait aussi qu'il n'y a pas vraiment une culture dominante. C'est ça la grande particularité de Bruxelles. C'est un bon préambule, Jeroen. Et sur votre site Visite Bruxelles, on est guidé pour visiter Bruxelles selon des thèmes et des thématiques différentes, c'est ça, hein? Oui, donc l'adresse est visite.brussels et là vous allez trouver des centaines d'idées pour visiter Bruxelles seul ou en famille ou en couple. Oui. D'accord. Benjamin Zurstrassen, conservateur du musée Horta. Qui était, rappelez-nous, Victor Horta et pourquoi est-il si important dans le paysage architectural belge et notamment bruxellois?
Oui, alors Victor Horta, effectivement, est presque devenu aujourd'hui à Bruxelles une sorte de symbole, hein. C'est vrai. C'est une personnalité très présente et très forte. Il naît en 1861, c'est le dernier d'une famille de 10 enfants. Son père est cordonnier et il va, durant les 30 premières années de sa vie, se former à l'architecture. Ça passera entre autres par un bref passage d'une année à Paris, près d'un décorateur. Et au début des années 1890, un peu fatigué de l'habitude, de la routine du 19e siècle qui était d'imiter sans cesse Rome, la Grèce, le Moyen-Âge. L'Antiquité. Voilà. Donc, l'imitation, ce qu'on appelle l'éclectisme, hein. Mhm. Il s'est dit, je vais essayer de personnaliser l'architecture, de proposer quelque chose qui soit différent, qui soit personnel. Et c'est ce qu'il va réaliser, et c'est ce qui va être à l'origine d'un mouvement beaucoup plus global qui s'appelle le mouvement Art Nouveau. Et Victor Horta étant considéré comme un des précurseurs. Et aussi, c'est quelqu'un qui a travaillé presque majoritairement, principalement dans la ville de Bruxelles. Il a donc vraiment imprégné la ville par ses constructions, par ses projets, Mhm. par ses... Et en termes de place dans le cœur des Bruxellois, c'est un peu comme Eiffel chez nous à Paris. C'est un personnage historique qui a une signature architecturale forte. Oui, 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 tout à fait. C'est pour ça que je disais qu'il jouait comme symbole. Il y a un symbole très très fort à Bruxelles qui est le Palais de Justice, hein, qui est vraiment un des bâtiments les plus importants. D'ailleurs, l'architecte Garnier, qui a réalisé l'Opéra de Paris, quand il est venu à Bruxelles, il a dit c'est le bâtiment du 19e siècle. D'accord. Et c'est vrai que parallèlement à ça, mais à un autre registre, hein, avec Horta, on est plutôt dans le registre des maisons, des hôtels particuliers qui sont un peu partout dans la ville. C'est aussi évidemment une signature. Et autour de cette signature est organisé, entre autres, le festival Banade sur 3 week-ends. Festival du 9 au 24 mars qui va commencer bientôt et dont vous êtes l'organisateur ou un co-organisateur, je ne veux Co-directeur. Co-directeur. Vous êtes le co-directeur du Banade. Qu'est-ce que c'est que le Banade? Alors, ça veut dire quoi, Banade? Alors, Banade, c'est initialement la Biennale Art Nouveau Art Déco qui, depuis 2015, est devenue le Brussels Art Nouveau Art Déco Festival. D'accord. Comme vous l'avez dit, c'est un festival qui a lieu pendant 3 week-ends et qui rassemble une multitude d'activités, que ce soit évidemment des grandes visites d'intérieur, donc des privés qui ouvrent leurs portes, mais également des bâtiments institutionnels ou Combien publics. on a de bâtiments Art déco? Cette année, Art Nouveau et Art Nouveau, Déco, Art Déco. nous avons 65 bâtiments au programme. 65 bâtiments Tout à fait. à visiter. À visiter. On n'y arrivera jamais. Ce sont des visites guidées, Oui. donc il faut s'y rendre, il faut réserver, mais c'est surtout un moment intéressant parce qu'on y vit l'architecture et on y apprend aussi beaucoup d'architecture grâce aux guides professionnels d'Explore. D'accord. Et là, on découvre des pépites. Bien sûr, des dizaines de pépites. que ce Donnez-nous soit quelques exemples. C'est des hôtels particuliers surtout? Des hôtels particuliers, des maisons particulières, peut-être moins prestigieux sur le programme, mais tout aussi riches de témoignages. Une pépite parmi tant d'autres, évidemment, l'hôtel Solvay qui se trouve sur l'avenue Louise, de son commanditaire industriel, qui est un des chefs-d'œuvre, si pas le chef-d'œuvre de Victor Horta. La maison Saint-Cyr, qui se trouve sur les squares près de la Commission européenne, qui est un petit bijou d'Art Nouveau, ou alors la Villa en Pin, Fondation Bogossian aujourd'hui, qui se trouve sur l'avenue Franklin Roosevelt. D'accord. Benjamin Surstrassen, conservateur du musée Horta. Comment on peut caractériser le style Horta? Est-ce que c'est à un moment donné l'arrivée de la lumière, des appartements plus spacieux, plus lumineux, plus fluides, la présence du fer qui n'y était pas, enfin des nouveaux matériaux qui arrivent? Mais, Victor Horta est un grand lecteur de Viollet-le-Duc, hein, l'architecte français. Bien sûr. Et très souvent, les idées très novatrices, hein, de Viollet-le-Duc est quand même aussi un précurseur aussi à sa manière par l'écrit de l'architecture moderne. Eh bien, Horta va leur donner une forme physique réelle, tangible. Et il va y parvenir sur 2 moyens. D'abord par l'architecture, avec une maîtrise de l'espace qui est assez sensationnelle, hein. C'est un espace qui se dilate, hein, qui est complètement ouvert, qui crée aussi des jeux de perspective. Quand on se promène d'ailleurs dans une maison d'Horta, on parle souvent de promenade architecturale parce qu'on découvre les espaces les uns après les autres. Et évidemment aussi, l'autre point, c'est son traitement de la lumière, le moyen par lequel il va réussir à inviter la lumière jusque dans les parties les plus sombres de la maison. Et à côté de ça, il y a ce que Horta appelait la sauce, hein, qui est l'ornement, qui sont les matières, qui est tout ce qui va accompagner finalement uniquement l'aspect purement architectural pour pouvoir... Qu'on retrouve dans le mobilier, mais aussi dans les couteaux, fourchettes, verres, partout, hein.
Oui, tout à fait. Alors, on a malheureusement, on a quelques dessins de verre dans nos archives, mais aucun n'ont été réalisés et ne sont parvenus jusqu'à nous. Donc, mais c'était le projet. Ceci dit, voilà, il faut bien s'imaginer que pour chaque maison, c'est du mobilier sur mesure, des poignées de porte sur mesure, absolument tout. Et c'est pas après des choses qui sont mises dans le commerce. D'accord. C'est le meuble est l'extension, si vous voulez, de l'architecture, de la commande initiale. Oui. Parfait. On va marquer une petite pause et on va continuer cette balade architecturale dans Bruxelles. Mais pas seulement. On va aussi découvrir d'autres endroits, des monuments, des quartiers où il faut aller visiter absolument. À tout de suite dans un instant. Le Banade, le festival d'architecture Art Nouveau et Art Déco à Bruxelles présente. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Et pour découvrir la ville de Bruxelles avec Amaury de Smet, co-directeur d'Explore Brussels et qui organise le Banade, nous avons aussi réuni Jeroen Ropp, porte-parole de Visite Bruxelles, et Benjamin Surstrassen, conservateur du musée Horta. Et leur mission, c'est de nous donner les clés de visite de la ville sous son aspect art déco et art nouveau. Pas seulement, on va aussi visiter des places, des endroits, des quartiers et des choses qu'il faut voir. Bruxelles, il faut le vivre comme une expérience, un kaléidoscope. Et tout à l'heure, on parlait d'art nouveau et d'art déco. Faites-nous la différence, Amaury de Smet. Alors, c'est très simple. Je vais vous trouver un paperboard, voilà. On parle de deux courants architecturaux. Le premier, l'art nouveau, né à la fin du 19e siècle. 1893 est une date communément admise avec la création par Victor Horta de l'hôtel Tassel. C'est un courant architectural qui va innover par l'emploi de l'acier et du fer, qui va modifier les structures portantes des bâtiments et donc qui va permettre une nouvelle spatialité. Ce courant va se décliner sous plusieurs sous-ramifications, qu'ils soient géométriques ou végétales, et il va s'éteindre un peu avant ou pendant la Première Guerre mondiale. D'accord. L'art déco, quant à lui, est la continuité de l'art nouveau, mais si c'était l'acier et le fer, là on va utiliser la nouvelle technologie du béton, et le béton va à son tour modifier les structures et donc l'espace. Et c'est important, ce sont deux courants qui s'expriment avec un vocable ornemental, végétal ou géométrique, et pour l'art déco purement géométrique. L'art déco va connaître son apogée en 1925 à Paris, lors de la Foire internationale des arts décoratifs et industriels, et s'éteindra peu avant la Seconde Guerre mondiale. Et on le retrouve chez nous à Paris sur les bouches de métro. Bien sûr. Dans les bouches de métro. Alors ça, c'est l'art nouveau avec Hector Guimard. Et l'art déco, je sortais tout à l'heure. Oui, vous avez l'œil. Hein. Exactement. Vous étiez dans le 16e arrondissement de Saint-Cloud. Vous me dites, il y a 4 endroits, là, ça c'est de l'art déco. C'était quoi déjà? Exactement. Le stade... Juste à côté de la porte de Saint-Cloud. Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, tout à fait. L'église Saint-Jeanne de Chantal, oui. Juste à côté aussi, oui. Art déco. Ça, c'est art déco pur. Art déco Alors, pur. Je passe souvent devant, je m'étais jamais fait le stade, oui, je vois. Mais là l'église, je n'avais pas vu. Voilà, le Trocadéro aussi pour les endroits plus connus. Bien sûr. Évidemment, bien sûr. Pur exemple d'art déco. Est-ce qu'il y a un grand édifice art déco à Bruxelles, incontournable? Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Vous avez le plus grand édifice art déco du monde, qui est la basilique de Kuckelberg. Du monde? Du monde. Ah oui. C'est le plus grand édifice art déco du monde. D'accord. Qui est de dimension absolument hallucinante, avec un dôme en cuivre vert et deux tours symétriques très intéressantes, entièrement construites en briques également, donc c'est très surprenant de voir un bâtiment. Donc il est tout rouge, enfin en briques rouges. Il est en briques ocre, oui. C'est très impressionnant de voir un bâtiment de cette taille construit avec des petites briques. Et à l'intérieur, c'est magistral? Magistral, des voûtes exceptionnelles, un travail de la lumière aussi, mais surtout de la volumétrie. D'accord. Et on peut accéder aux toitures, depuis lesquelles on a un très très beau panorama sur Bruxelles. Jeroen Ropp, porte-parole de Visite Bruxelles. Est-ce qu'on doit commencer la visite de Bruxelles incontournablement par l'Atomium, la Tour Eiffel belge? Oui, pourquoi pas. C'est bien, c'est bien. En effet, je dirais que l'Atomium est un monument emblématique pour Bruxelles, un monument magnifique qui se trouve un peu en dehors du centre-ville, donc il faut prendre le métro pour y aller, et on peut combiner une visite à l'Atomium avec une visite au parc de Laken, un magnifique parc. On peut aller visiter le Brussels Design Museum, un très beau musée aussi, mais l'Atomium en soi est vraiment c'est un bon point de départ. Rappelons que c'est un monument de 9 boules qui se visite, qui représente un cristal élémentaire. Oui, il y a des gens qui disent qu'il y en a 10. Il y en a 10 je ne les crois pas, mais bon. Il y en a 10, Amaury, ou pas? Il y en a 9, mais il y a des gens qui disent qu'il y a une 10e boule qui quelque se part trouve sur le sol. Ah d'accord. Et donc ça représente un cristal élémentaire qui a été agrandi, je crois, 160 fois. Est-ce qu'il est toujours éclairé la nuit avec des LED? Oui. Tout à fait.
Alors je connais le nombre de LED. 2970 ampoules LED l'éclairent la nuit. Et il a été inauguré en 58, je crois. En 58, sur le plateau du Heysel, qui lui a été inauguré en 36. Et quand on dit que c'est la Tour Eiffel belge, c'est vraiment le monument iconique de Bruxelles. C'est l'icône. D'accord. Benjamin Zorstrassen, conservateur du musée Horta, vous nous donnez des conseils de visite dans votre musée. Qu'est-ce qu'on y voit ? Il est sur 11 niveaux, je crois, ou demi-niveaux, parce qu'il y avait des demi-niveaux. Et c'est une maison atelier. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc, en 1898, il achète un terrain. Horta ? Et il construit, oui, Horta, absolument. Et il construit donc 2 maisons. Une maison personnelle pour lui et sa famille, et à côté, contigu, son atelier, où il y avait tout de même une quinzaine de dessinateurs et 4 sculpteurs. Et donc, alors, je dis toujours que c'est un musée qui est une fausse maison et une maison qui est un faux musée. C'est un peu un endroit particulier, parce que vous allez pouvoir y découvrir, évidemment, son architecture, sa maison, des espaces restaurés tels qu'ils étaient initialement, mais c'est aussi un espace dans lequel on a pour objectif d'informer, de partager notre connaissance sur Horta, de donner à chaque visiteur les clés pour comprendre l'Art Nouveau, pour comprendre son œuvre, mais aussi on a une collection très très importante, évidemment, de mobilier fait pour d'autres maisons, d'autres réalisations, qui sont présentées telles quelles dans la maison atelier, qui permettent donc de brosser, si vous voulez, un panorama très complet de sa longue carrière. D'accord. Et alors pourquoi on se limite à 15 personnes par quart d'heure ? Parce que ça donne une idée de ce que c'est comme endroit. C'est vraiment un endroit qui est pas exigu, mais qui est particulier à visiter. C'est-à-dire que notre quotidien, c'est de résoudre une équation pour laquelle il n'y a absolument aucune réponse. L'équation, c'est la suivante, c'est de rendre cet endroit accessible à un prix qui soit démocratique, au plus grand nombre, tout en le protégeant, et est-ce que cet endroit puisse, dans 50 ans, être aussi bien préservé et protégé. Et donc, voilà, ça a été fait pour 3 personnes, on en accueille environ 70 000 par an. D'accord. Et de ce fait, on est obligé de limiter le nombre d'entrées à 15 personnes par quart d'heure. Donc c'est vrai que voilà, il faut aller sur le site internet, réserver à l'avance pour pouvoir le voir, mais il faut bien le dire, ça a aussi un autre avantage pour vous visiteurs, si je puis dire, c'est que vous ne vous retrouverez pas dans une foule énorme. Donc a priori même le parcours, la promenade en est également plus agréable. Mais le temps de visite est compté, on ne peut pas comme ça flâner, se laisser porter. Si non, ça va. Vous pouvez rester 2 heures, vous pouvez passer toute l'après-midi si vous voulez. D'accord. On n'est pas chassé. Non, on peut l'être si on arrive au dernier créneau. Parce que c'est ça. C'est vrai, je vous déconseille de venir à 16h30. Mais si vous venez avant 16h30, vous êtes tout à fait tranquille. D'accord. Pour nos auditeurs et auditrices, Amaury de Smet, co-directeur d'Explore Bruxelles et qui organisait le Banade, rappelez-nous les dates, c'est du 9 au 24 mars cette année. On s'inscrit, il y a un pass, on paye quoi ? On s'inscrit sur notre site. On consulte le programme, oui. On crée son programme parmi les lieux à visiter, parmi les expositions à voir, parmi les activités proposées. Et après, on réserve, on se rend à Bruxelles et on enchaîne les visites. Alors, a priori, il y en a 65 bâtiments. Il y a 65 lieux à voir cette année. Donnez-nous votre top 10 ou top 5. Mon top 5. Top 5, elle a un top 5. Je vais essayer d'aller dans différentes catégories pour justement être exhaustif, parce que cette année, nous avons des écoles, des anciens cinémas. Parmi eux, je citerai l'école l'Athénée Robert Cato, qui est pas trop loin de la Grand Place. L'ancien cinéma Pathé Palace, qui se trouve en bas de la Grand Place. Je citerai évidemment un incontournable, qui est le musée Alice et David Van Buren. Œuvre d'art total art déco, meublée et encore ornée de ses œuvres d'art originelles. On peut y voir des œuvres de Gustave van de Woestijn et d'autres précurseurs de l'école. C'est vraiment absolument magnifique. Là, j'en suis à 3, je pense. On va prendre en art nouveau. Je vais vous conseiller la taverne... je vais conseiller la maison de Saint-Cyr, pardon. La maison de Saint-Cyr. Dont j'ai parlé tout à l'heure sur les squares. Ouais. Toute petite maison d'une étroitesse assez remarquable et d'une ingéniosité exceptionnelle avec une verrière splendide. D'accord. Et enfin, je terminerai par une des dernières œuvres de Victor Horta, justement, pour
sortir de l'Art Nouveau, il termine en Art déco avec la création du Palais des Beaux-Arts, rue Ravenstein à Bruxelles. Visite tout à fait incroyable avec la salle de concert Henri Leboeuf qui est absolument géniale. Et vous qui êtes un passionné, est-ce qu'il y a encore des moments où quand vous rentrez dans ces endroits, vous avez un effet waouh? À chaque fois. À chaque fois pour Chaque tous? fois, sans exception. Et qu'est-ce qui fait naître votre émotion là-dessus? Ça peut être le moindre détail de carrelage qui reste, ça peut être un morceau de papier peint, ça peut être l'ensemble, ça peut être retrouver une pièce. J'entendais tout à l'heure le mobilier de Victor Horta. Vous en avez ici au musée d'Orsay. Vous avez certaines pièces de l'hôtel Aubec qui a malheureusement été démoli à Bruxelles. Voilà, c'est tout ça, c'est toujours des puzzles et c'est juste génial de pouvoir les recomposer. Pour donner une idée à nos auditeurs, ce sont vraiment des hôtels, ce qu'on appelle des hôtels de maître. Ça peut l'être. Ça peut l'être, mais c'est pas que ça. Ça peut être des hôpitaux, ça peut être des écoles, ça peut être des cinémas, ça peut être des maisons particulières, des immeubles à appartements. D'accord. Le style Art Nouveau et le style Art déco ont vraiment été sur tous les pans de la société. Et est-ce qu'on rencontre les propriétaires quand on voit quand on visite les hôtels ou les lieux? Ça peut paraître assez surprenant, surtout pour des Parisiens. Oui. Ces lieux sont habités toute l'année, quand on parle de maisons particulières, et les propriétaires les ouvrent au public, très généreusement, qu'ils en soient ici d'ailleurs plus que remerciés. Et ces propriétaires, parfois, sont tellement passionnés qu'ils guident eux-mêmes. D'accord. Parce que ils sont très bien placés, évidemment, pour expliquer l'histoire de leur maison, qu'ils ont étudiée depuis longtemps, ou qu'ils se sont attelés à rénover depuis très longtemps. En tous les cas, c'est une fibre qu'ils ont pour la plupart, et ils adorent la partager. Ouais, c'est passionnant. Tout à fait. Jeroen Rop, vous êtes porte-parole de Visite Bruxelles. Comment on visite Bruxelles? Qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil? Est-ce que le vélo, par exemple, ou à pied, ou en bus, c'est le meilleur moyen? Oui, il faut savoir que Bruxelles est une ville vraiment à taille humaine. Donc, on peut facilement se déplacer d'un endroit à l'autre à vélo. Il y a de plus en plus d'infrastructures pour les vélos. Mais on a à Bruxelles aussi un très bon système de transport en commun. Donc, les métros, les bus, les trams, ça fonctionne très bien à Bruxelles. Donc, je dirais que se déplacer à Bruxelles, c'est assez facile. Est-il vrai que la Bruxelles Card permet des entrées gratuites dans une 50aine de musées et de réductions dans les restaurants? Je peux vous confirmer ça. La Bruxelles Card... Ça, c'est un bon plan, ça. Oui, vraiment. La Bruxelles Card vous donne un accès gratuit dans 49 musées à Bruxelles. Vous aurez des réductions dans beaucoup d'attractions touristiques pour des visites guidées, pour des restaurants, pour des bars aussi. Il y a plusieurs formules pour la Bruxelles Card. Il y a une formule 24 heures, 48 heures ou 72 heures. Et la carte vous coûte, il y a plusieurs prix à partir de 32 euros, avec ou sans transport public, évidemment. Et il y a aussi une option pour prendre le bus touristique, le hop-on, hop-off, le Toutbus à Bruxelles, qui est 100% électrique. Mais donc, la Bruxelles Card, vous pouvez... oui, vraiment, vous pouvez trouver toutes les infos sur notre site web. On va marquer une petite pause, on se retrouve juste après pour continuer à parler et à visiter Bruxelles. À tout de suite avec nos invités. Le Banade, le festival d'architecture Art Nouveau et Art déco à Bruxelles, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Et nous sommes avec Jeroen Rop, porte-parole de Visite Bruxelles, Benjamin Zurstrassen, conservateur du musée Horta, du prestigieux musée Horta, hein, c'est quand même bien. Amaury Despet est avec nous, il est le co-directeur d'Explore Bruxelles et organise le Banade, le festival Art déco, Art Nouveau de Bruxelles, dont les dates sont le 9 au 24 mars cette année. Et votre conseil à vous de visite? Alors, mon conseil... personnalisé. Des visites d'intérieur, évidemment, mais également des activités, que ce soit des expositions, que ce soit des conférences, mais surtout des parcours guidés aussi que nous proposons par nos différentes associations. Je vais rapidement les citer. Aro, Arcadia, Bruxelles Bavard et ProVélo. D'accord. ProVélo, pourquoi? Je termine par ProVélo, car ils organisent des visites en vélo de la capitale, ce qui permet électrique, si nous le souhaitons, si vous le souhaitez plutôt, ils sont disponibles à la location et ils permettent de couvrir évidemment plus de distance que si on était à pied ou. On prend le vélo le matin, on l'a toute la journée, on le remet le soir. Exactement. D'accord, mais on le remet au même endroit. On le remet au même endroit, il ne faut pas le recharger, logiquement les batteries tiennent jusqu'au soir. Donc on le loue. On le loue. Combien? Tarif 12,50 € la demi-journée, 21,50 € la journée complète. Est-ce que c'est assez plat, Bruxelles? Oui, ça monte pas, ça descend pas, très peu. Alors, vous avez à peu près 2 plateaux, on va dire, on va appeler ça comme ça. Vous avez le plateau donc de tout ce qui est l'avenue Louise, l'avenue Franklin Roosevelt, XL et Etterbeek, qui est relativement plane, avec
les descentes et les montées. Vous avez le Pentagone, donc le cœur historique, un peu l'équivalent de l'île de la Cité ou du Marais parisien, qui lui va se trouver en déclivité, la Grand Place étant d'ailleurs en pente. Et vous avez le second plateau de l'autre côté qui se termine qui commence par le canal, avec les villes de Jette, Molenbeek, Kuckelberg, Anderlecht. Mais globalement, vous avez 2 altimétries différentes. D'accord. Jorien Ropp, porte-parole de Visite Bruxelles. Est-il vrai que les Français adorent, notamment les bobos parisiens et les bobos français, adorent aller à Saint-Gilles, et pourquoi ? C'est un quartier, ça, hein, Saint-Gilles? Oui, on peut dire que beaucoup de Français aiment bien Bruxelles en général. Dans sa totalité, oui. Parce que parmi les touristes à Bruxelles, c'est vraiment les Français qui sont les mieux représentés. Donc, aussi, pas seulement parmi les touristes, mais aussi parmi les habitants, parce que je crois qu'à Bruxelles, en ce moment, on a quand même plus ou moins 75 000 habitants qui ont la nationalité française. Et donc, c'est le plus grand groupe étranger à Bruxelles, c'est les Français. Et c'est vrai que vous dites, ils aiment bien Saint-Gilles parce que c'est une commune très branchée, une commune un peu hipster comme ça, avec beaucoup d'activités culturelles. Et il y a beaucoup d'étudiants français qui aiment bien Saint-Gilles aussi. Beaucoup de Français qui travaillent dans le monde, comme on dit, Horeca, donc hôtel, restaurant, café. Chez vous, en Belgique, vous appelez ça le monde Horeca, hôtel, restaurant, café. Oui. C'est une bonne idée. On va retenir l'idée. On va vous la piquer. Oui, et donc, ils n'aiment pas uniquement Saint-Gilles, mais aussi la commune d'Ixelles, par exemple, est une très belle commune. Très belle. Avec beaucoup de restos, beaucoup de magasins, beaucoup de galeries. Et il y a la commune d'Uccle, aussi très fréquentée par les Français. Souvent, beaucoup de Français y habitent aussi pour des raisons fiscales. À Uccle, c'est une très belle commune, une commune très spacieuse, très verte. Et moi, quand je demande aux Français pourquoi ils aiment autant Bruxelles, on me répond souvent que c'est l'esprit ouvert des Bruxellois qu'ils aiment bien. Ça, je vous confirme. Le dynamisme qui règne à Bruxelles et le fait que c'est une ville verte aussi. Oui. Et bien sûr que par rapport aux normes parisiennes, on peut dire que les prix pour habiter à Bruxelles sont moindres. Moindre coût. Voilà, plutôt absolument abordable. Oui. Peut-être en complément pour illustrer à l'auditeur ce qu'est Bruxelles. Bruxelles est une ville au centre, comme je disais tout à l'heure, le bassin historique. Mais là, nous parlons de la région Bruxelles-Capitale, qui elle est composée de 19 communes. C'est à peu près l'équivalent des arrondissements parisiens. Et donc, la totalité de ces 19 communes couvre à peu près un territoire équivalent à Paris intramuros, pour donner une idée de la dimension. Avec 1 million d'habitants. Mais avec 1 million d'habitants, contre à peu près 10 chez vous. Oui, enfin, nous, intramuros, on est 2 millions. Oui, région parisienne, on est 10. La grande région parisienne, c'est 10. Donc ça donne une idée. Est-il vrai aussi que le mercredi, les Français aiment bien fréquenter le quartier de Châtelain, parce qu'il y a un apéro géant? Un marché d'abord, et qui se termine souvent par un apéro. Il y a un marché qui a un peu le prétexte. Exactement. Mais après, il y a une sorte de grande retrouvaille autour de verres. Et ça se passe à une centaine de mètres du musée Horta. Et ça, c'est convivial? C'est très convivial. Mais de toute façon, la convivialité, c'est un peu le maître mot qu'on retrouve partout en Belgique. On essaye. Oui, c'est vrai. Le musée Horta, justement, il est ouvert jusqu'à quand? Les heures d'ouverture, c'est quoi? Le matin de bonne heure, il faut y aller? Alors... Mais toujours, j'ai l'impression d'être toujours un peu le fâcheux avec ces questions. Je sais. Parce que les horaires sont particuliers, donc il faut bien les noter. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà, il y a la possibilité de faire des visites de groupe en matinée. Donc les matinées sont vraiment réservées pour les groupes et je dois bien le reconnaître, être avec un guide pour découvrir ces lieux, et d'ailleurs c'est le cas aussi lors des visites de la Banade, c'est vraiment une vraie plus-value parce qu'on peut immédiatement comprendre par tous les moyens, une vraie transmission qui se fait, qui est très humaine. Donc ça, c'est une possibilité, mais il faut réserver 2 semaines à l'avance. Sinon, comme visiteur individuel, du mardi au vendredi, c'est les après-midi 14-17h30 et samedi-dimanche de 11 à 17h30. Et on peut y consulter des ouvrages sur l'Art Nouveau? Oui, on n'a jamais vérifié, mais on prétend avoir la plus grande bibliothèque dédiée à l'Art Nouveau uniquement d'Europe. D'accord. Voilà. Et donc, effectivement, on a quand même quelques milliers d'ouvrages, l'Art Nouveau européen et même mondial, qui peuvent être vus. On a des expositions temporaires. Quelles seront les prochaines, d'ailleurs, les expositions temporaires?
Alors, il y en a une qui est prolongée jusqu'à fin juin et dont le titre correspond très bien à l'émission et à ce dont on a parlé, puisque c'est Victor Horta versus l'Art Nouveau. Le vocabulaire de Horta. On nous parle entre autres de l'architecte Guimard, l'architecte français à l'origine des stations de métro de Paris. On y parle aussi de Viollet-le-Duc. Et c'est l'occasion de pouvoir vraiment comprendre et découvrir Horta. Et pour cette exposition, c'est sans réservation et gratuit en plus, donc durant les heures d'ouverture du musée. Et à partir de septembre, on organise une exposition qui s'appellera Comme sur du velours, dans laquelle on propose à 4 artistes, on leur donne une pièce de la maison qu'ils choisissent. Ah oui. Et on leur dit, vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez jusqu'à certaines limites, évidemment. Bien sûr. Il y a une commission royale des monuments ici qui nous accompagne, etc. Mais voilà, on essaie de leur donner beaucoup de liberté et ça s'appelle Comme sur du velours parce qu'ils vont créer des textiles à partir de velours pour, si vous voulez, un petit peu réhabiter, retransformer ces espaces. Et ça réinvente le musée à chaque fois, évidemment, ce genre d'expérience. D'accord. Et pour être un peu prosaïque et un peu mercantile, est-ce qu'il y a une boutique au musée Horta? Parce qu'il y a peut-être des objets qu'on peut ramener, qu'on peut acheter. Vous savez, les gens sont assez friands de ça, de ramener un petit objet qu'on revient du musée. Il y a ça chez vous? Absolument, oui, on a une boutique qui marche assez bien. Là, on a les produits un peu traditionnels, on a des produits aussi. On a un partenariat avec un des fleurons culinaires bruxellois qui s'appelle la Maison d'Andois. Cette année même, il va y avoir un foulard, un carré Hermès fait en lien avec le musée Horta. D'accord, ah oui, très bien. Marie. Donc voilà, de la carte postale à 1,10 € jusqu'au foulard Hermès, on a une gamme, si vous voulez, très 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 vaste. Et alors ça, c'est très important pour moi de le souligner, cette boutique est entièrement tenue par des bénévoles. Ah, très bien. Lever son chapeau justement à... Oui, il faut toujours... Dans cette émission, on se rend compte que le bénévolat, c'est souvent un peu le nerf de la guerre de beaucoup d'associations. Vous êtes d'accord, Amaury? Je ne le démentirai pas. Vous en avez aussi chez vous? Nous-mêmes des bénévoles qui nous aident dans les équipes permanentes et dans chaque événement. Qui vous emmènent et qui font le guide? Qui font, non pas les guides, qui vont faire les agents d'accueil. D'accord. Donc ils vont accueillir le public, mais également nous avons en interne des bénévoles que je salue et remercie très très chaleureusement. Jeroen Rop, on a parlé de quelques quartiers de Bruxelles qu'il faut visiter, qui sont incontournables comme XL. Est-ce que Marolles aussi fait partie des choses qui sont vraiment incontournables pour un Français, pour un auditeur français? Oui, le quartier des Marolles est un quartier très populaire, aussi plus ou moins au centre-ville de Bruxelles, et c'est un très chouette quartier, surtout pour les gens qui aiment bien visiter les marchés aux puces. Le marché aux puces, oui, c'est ça. Un marché quotidien. Un marché quotidien, donc sur la place du jeu de balle dans le quartier des Marolles. Et ça, c'est super chouette. Donc, c'est une place entourée des cafés, des bars. Et dans le quartier même, on trouve beaucoup de magasins de meubles, de magasins vintage. Donc, pour ce genre de shopping, le quartier de Marolles est très intéressant. Ouais. On peut dire aussi que le musée de la BD, le musée Magritte, le musée Royal des Beaux-Arts, c'est vraiment 3 pépites bruxelloises qu'il ne faut pas manquer. Bien sûr. Vous êtes d'accord, Amaury? Vous votez pour? Totalement. Et je rajouterais même, par rapport à la question sur les Marolles, pour l'auditeur de nouveau, il faut bien se rendre compte qu'on est à un quart d'heure à pied maximum de la Grand Place. Donc tout ça est vraiment dans un mouchoir de poche. Et c'est ce qui est fantastique dans Bruxelles, c'est qu'on va commencer du centre et on va dérouler une promenade. Et cette promenade va nous emmener dans des quartiers qui changent, qui correspondent aux différentes expansions urbaines de la ville. Mais à chaque fois, on va découvrir quelque chose de nouveau et c'est vraiment un transport qui se fait. Il y a tellement de choses à découvrir. Rappelons que la Grand Place, juste avant de marquer une pause, c'est la plus belle grande place du monde. Hein. C'est ce que les Belges disent. Beaucoup le disent, oui. Pas que les Belges. Et je suis d'accord, avec des maisons comme ça du 17e qui prennent naissance au 12e siècle et chaque maison représente une profession. C'est comme ça qu'il faut lire une corporation. C'est comme ça qu'il faut lire la Grand Place. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec nos amis bruxellois. À tout de suite. Le Banade, le festival d'architecture Art Nouveau et Art Déco à Bruxelles présente. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Et nous sommes avec Jeroen Rop, porte-parole de Visite Bruxelles, Benjamin Zurstrassen, conservateur du musée Horta. Vous savez, je dis bien Bruxelles maintenant. Avant, je disais Bruxelles, mais on dit Bruxelles. Amaury De Smet, co-directeur d'Explore Bruxelles, qui organise ce fameux Banade dont les dates, Amaury, on ne le répétera jamais assez. 24 mars.
9 au 24 mars. Allez 3 week-ends. Allez faire un tour, vraiment, parce que c'est le moment de découvrir Horta, qui est bientôt au patrimoine mondial. Qu'il est déjà. Qu'il est déjà. Pour revenir sur le Banad, 3 week-ends, 3 zones géographiques tout à fait distinctes. On vous emmène à chaque fois dans un ensemble de communes, et donc l'équivalent des arrondissements parisiens, tout à fait différents, et à chaque fois avec des thématiques différentes aussi. Un petit mot sur la gastronomie bruxelloise, parce que nos auditeurs adorent savoir ce qu'on mange, s'ils ne sont jamais allés. Les 3 incontournables aussi. Bon, évidemment, il y a les frites qu'on trouve dans les baraques à frites qui sont vraiment sublimes et différentes de nos frites qu'on sert dans nos brasseries françaises. Bien sûr. Et je sais pourquoi, et je vous le dirai pas. Il y a un secret. Mais la frite belge est vraiment meilleure. Ça, c'est incontournable. Alors, je vais faire un peu de chauvinisme, ou en tous les cas, je vais vous parler des lieux qui se reprennent dans notre programmation pour joindre l'utile et l'agréable, et pour avoir de l'art nouveau ou de l'art déco jusqu'à la table. Je vous conseille le café Beaux-Arts, qui se trouve dans le Palais des Beaux-Arts. Je vous conseille l'Ultime Hallucinati, qui est un restaurant art nouveau. Et je peux encore vous proposer de loger à la taverne de l'Espérance, qui se trouve pas trop loin de la Grand Place non plus, près de la rue Neuve. Près de la rue Neuve. D'accord. C'est une artère commerçante. Ok. Jeroen Rop, porte-parole de Visite Bruxelles, puisqu'on parle du volet gastronomie. Qu'est-ce que la Belgium Beer World ? Ah oui, ça c'est un incontournable. C'est dans l'ancienne bourse de Bruxelles, hein. Pardon ? C'est dans l'ancienne bourse de Bruxelles. C'est une expérience immersive autour de la bière. Donc le bâtiment de la bourse a été rénové, et le bâtiment se trouve vraiment au centre-ville. Et c'est un bâtiment emblématique, magnifique aussi. La rénovation est vraiment une réussite. Et on peut visiter là-bas le Belgian Beer World. Donc, Bruxelles a maintenant son propre temple de la bière. Et dans ce bâtiment, on trouve vraiment tout sur l'univers de la bière. Et c'est vraiment très bien fait, je trouve. J'y étais hier et j'ai vraiment bien aimé comment ils ont conçu ce musée, en fait. Et on peut... l'expérience se termine par, évidemment, un verre de bière. Et on vous mène vraiment... vers votre bière vous pouvez composer votre bière. Sa propre bière. On crée sa propre bière. Selon vos goûts, oui. D'accord. Voilà. Et on peut même la déguster sur le rooftop du bâtiment. Effectivement, il y a un sky bar qui est magnifique. Et donc, tout ce bâtiment de la bourse... D'accord. Est vraiment magnifique. Et au-dessus de ce bâtiment se trouve en fait la sépulture de Jean Ier, qui était le duc de Brabant et qui adorait la bière et qui est connu sous le nom de Gambrinus, qui était donc le Gambrinus. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut écouter du bon son? Je crois que c'est au Marolles, où il y a cette discothèque légendaire, le Fuse. Le Fuse. Fuse, ça existe toujours, ça, le Fuse? Ça existe toujours, c'est un peu plus compliqué. Ah, d'accord. Mais pour les amateurs de musique, je vais vous ramener vers l'art nouveau et l'art déco. Bah oui. On ne s'en défait pas. Je vais vous reparler des Beaux-Arts, mais aussi de l'INR Flaget, qui aujourd'hui est un peu l'épicentre de la vie nocturne bruxelloise. L'INR, Institut National de Radiodiffusion à l'époque, qui a aujourd'hui encore des studios absolument exceptionnels, reconnus au travers des frontières pour sa qualité. Et d'ailleurs, c'est là que se déroule un bon nombre de concerts de concerts et d'épreuves du concours Reine-Élisabeth, le concours de musique classique. D'accord. Est-ce que le quartier royal est un quartier formidable à visiter, joli Le quartier royal, si on parle de celui qui se trouve en haut de Bruxelles, avec le parc royal et le palais royal et le Parlement. Là où il y a le roi Philippe. Le roi Philippe, exactement. Là, nous sommes dans une toute autre architecture. Nous sommes dans une architecture plutôt néoclassique, des grands tracés urbains du milieu du 19e siècle, que nous couvrons également chez Explore Brussels lors des biennales néoclassiques. Et effectivement, c'est un quartier tout à fait ravissant, avec des façades souvent blanches, à l'architecture et à la géométrie très sobre et très maîtrisée. Il y fait bon de s'y promener. Vous avez juste à côté le quartier de Notre-Dame-aux-Neiges, où il y a là quelques pépites d'architecture éclectique, qui est notre seconde biennale, une année sur deux. D'accord. Jeroen Rop, pourquoi quand on est amoureux, ou si un jour on est amoureux, il faut aller après la Saint-Valentin du 15 au 18 février à Bruxelles?
Ah oui, parce que là, c'est le week-end du Bright Festival. Et le Bright Festival, c'est le Festival des Lumières à Bruxelles. Et cette année, c'est une édition spéciale parce qu'on propose aux visiteurs deux parcours. Donc, un parcours royal qui vous mène donc dans le quartier royal et un parcours européen. Parce que, comme vous le savez, la Belgique préside l'Union européenne en ce moment. Et c'est pour ça que le Bright Festival propose un parcours européen donc dans le quartier européen à Bruxelles avec donc une trentaine d'installations lumineuses et donc ce sont des installations artistiques, c'est vraiment magnifique. Donc ils mettent en avant les beaux bâtiments de ce quartier. Et le quartier européen, il faut le dire aussi, c'est Oui. un très chouette quartier avec beaucoup de musées, beaucoup de restaurants, la friterie la plus connue au monde aussi. Donc le quartier européen est très intéressant aussi du point de vue touristique, je trouve. Et alors, si on veut faire du shopping, parce que vous savez qu'aussi les gens adorent partir à Bruxelles pour faire du shopping, est-ce qu'il faut toujours aller dans le quartier d'Ansart? Oui, donc on a parlé du quartier Louis, c'est Oui. plutôt le haut de la ville, avec les marques internationales pour faire du shopping. Et on a aussi le quartier d'Ansart qui se trouve plutôt dans le bas de la ville et qui a quand même pas mal de magasins de vêtements faits par des créateurs belges. Et donc, oui, c'est un très chouette quartier pour faire du shopping. D'accord. Pour le Banad, est-ce que vous rentrez régulièrement des nouvelles adresses? Et est-ce qu'il y a des adresses que vous convoitez? Alors, chaque année, nous reprogrammons des lieux qui sont incontournables. Et qui sont là depuis le début? Qui sont là presque depuis le début, ou depuis le début. Et Ouais. depuis ma récente arrivée, nous avons décidé de structurer le programme autour de 4 catégories. Les essentials, qui vont être vraiment les lieux absolument incontournables, essentiels à avoir vu une fois dans sa vie. Les classiques, dans lesquels nous allons tirer certaines certaines transversales. Cette année, nous avons les thématiques des anciennes salles de spectacle et des écoles. Nous avons également les previously new, donc les nouveautés des années précédentes qui sont généralement prises d'assaut et donc nous essayons de les reprogrammer pour les visiteurs qui n'auraient pas pu le voir. Et évidemment, les nouveautés de cette année qui seront au nombre de 8. D'accord. Et initiative très intéressante pendant le Banad, dont les dates sont du 9 au 24 mars, on ne le dira jamais assez, c'est que le handicap est pris en compte de façon assez maligne, assez intelligente, je trouve. Exactement. Alors on va parler d'accessibilité parce que c'est vraiment quelque chose. Parce que c'est difficile de rendre compte d'une signature architecturale et d'un lieu à un aveugle ou à un non-voyant. Exactement. Explore Bruxelles a dans son cœur de permettre à tous d'accéder et de découvrir ces architectures et ces lieux magnifiques, que ce soit pour des politiques de tarifs, mais également aussi, comme vous l'avez mentionné, à des personnes qui auraient certaines déficiences par rapport à certaines facultés, que ce soit en mentionnant évidemment les lieux qui seraient accessibles aux personnes en fauteuil roulant, mais également en développant sous la bannière d'Explore Plus, comme on l'appelle, une série d'activités pour des gens en déficience mentale, mais également aussi des personnes soit en déficience visuelle ou aveugles. Et là, c'est vraiment un exercice très intéressant. Comment parce on s'y prend? On leur décrit. On va s'y prendre par le toucher, par l'ouïe et par les sons. D'accord. Pour essayer non seulement d'exposer l'histoire du bâtiment, mais aussi de rendre compte de ses volumétries par rapport aux échos, par rapport au toucher, les différentes matières, la chaleur des matières, la chaleur du bois n'est pas la même que d'une rampe en laiton, etc., etc. Pour résumer un peu votre action, les quartiers majoritaires où on trouve vraiment une concentration. Alors, tout notre but est évidemment de révéler les pépites sur la totalité du territoire, mais comme je le disais tout à l'heure, Bruxelles a connu des expansions urbaines successives et donc chaque quartier va un peu avoir sa singularité et sa spécificité. Le quartier de l'Avenue Louise est extrêmement dense. Avenue Louise, tout à fait, donc qui démarre au Palais de Justice et qui s'enfonce jusqu'au magnifique bois de la Cambre. Autour de cet axe, il y a énormément de choses à voir, qu'elles soient art nouveau, art déco ou même moderniste, courant dont on parle un petit peu aussi dans le cadre du Banad. Et alors je vais citer une autre commune qui est un peu plus loin, qui se trouve à droite de l'avenue Louise,
un peu plus à droite après les institutions européennes, et c'est la commune de Schaerbeek. D'accord. Schaerbeek, qui, elle, a plusieurs joyaux que je vais énumérer. Vous m'avez demandé mon top 5, je vais vous donner un top 3. La maison Autric, qui est la première réalisation qu'on attribue à Victor Horta. La maison Ajou, qui est une maison particulière, de taille très réduite, mais rien que pour son plancher, elle vaut le déplacement. Je n'ai jamais vu un sol aussi magnifique, incroyable en bois. Ouais. Et enfin, je terminerai par l'atelier de l'ancien maître verrier Colpart, qui est une surface industrielle le long des voies de chemin de fer, avec une volumétrie tout à fait hors norme et qui vaut vraiment le déplacement. Pour conclure cette émission, Benjamin Surstrassen, vous qui êtes conservateur du musée Horta, vous êtes aussi président du réseau Art Nouveau Network. Et le musée d'Orsay est-il candidat ou sera-t-il candidat bientôt ? Oui, le musée d'Orsay est candidat, donc il faudra évidemment que sa candidature soit acceptée par le comité scientifique. Allez, soyez sympa. Oui, je pense qu'on peut rester tout à fait confiant, évidemment. Et on est très heureux parce qu'il y a 2 ans, on a accueilli aussi le musée des arts décoratifs de Paris qui nous a rejoints. Et un des membres fondateurs du réseau Art Nouveau Network, c'est la ville de Nancy. D'accord. Qui a participé à la création de ce réseau il y a presque 25 ans. Donc, il y a 28 membres, hein. Ce sont des musées, des grandes villes, des régions. Enfin voilà, c'est 28 membres qui défendent le réseau Art Nouveau. Oui, à travers l'Europe et même le monde, puisque la Havane est également membre. La Havane à Cuba aussi. Exactement, oui. Vous êtes forts les Belges quand même. Hein. Merci. On va conclure cette émission, Amaury De Smet, par un mot sur Bruxelles, pour inciter nos auditeurs à y aller vraiment. Venez, revenez. Il y a toujours à voir, à revoir. N'hésitez pas. Il y a de tout, dans tous les sens, que ce soit art nouveau, art déco, de l'architecture, de la gastronomie, de la musique, tout ce dont on a parlé, et tenez-vous informés parce que ça change continuellement. Ouais, c'est une ville qui bouge énormément, une ville kaléidoscope et qui n'en finit pas de changer. Exactement. Merci à tous, Amaury De Smet, Jeroen Ropp et Benjamin Surstrassen. On vous dit à bientôt, vous retrouvez sur Bruxelles dans cette émission. Elle est terminée, on se retrouve la semaine prochaine à 17h dans Le Monde à découvrir ou la France à découvrir, ça dépend des jours. Voilà, merci beaucoup, bon dimanche, salut. Sud Radio, Le Monde à découvrir, Christophe Gickel. Avec le Banad, le festival d'architecture Art Nouveau et Art Déco à Bruxelles.